Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission que nous avons le plaisir de vous présenter. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir autour du sida prévention. Et nous avons des invités sur ce plateau. Bienvenue à nos invités. Et tout de suite, nous allons demander au docteur Ouedraogo de nous dire qu'est-ce que c'est que le sida. C'est le syndrome d'immunodéficience acquise. Donc, c'est une maladie d'évolution chronique qui, malheureusement, jusqu'à présent, ne bénéficie pas de traitement pouvant arrêter son évolution, ni de vaccin pouvant éviter que personne ne l'attrape. Il y a plusieurs docteurs parmi nous ce soir. Nous allons leur demander de nous dire comment le sida se manifeste. Par syndrome, donc, c'est un ensemble de signes qui font qu'on parle donc de maladie du sida et qui a plusieurs connotations sur le plan clinique. Et habituellement, sur le plan clinique, pour les non-biologistes, nous cliniciens donc des zones, des régions où il n'y a pas donc de biologie développée, on se base beaucoup plus sur des signes majeurs et des signes mineurs. Et parmi les signes majeurs, on peut citer essentiellement les diarrhées qui sont donc longue durée, au moins 5 mois, de l'amaigrissement qui est avec une perte de poids de plus de 10% donc de l'intéressé, et aussi une fièvre qui est donc continue ou intermittente donc au-delà d'un mois. Et bien sûr donc des signes mineurs qui vont depuis donc le toux, les zonas, etc., qui sont donc du jargon médical, je dirais. Mais en fait, il faut en fait un ensemble donc de plusieurs signes majeurs et mineurs pour donc faire le sida. Et maintenant, chez l'enfant, il faut avoir au moins 2 signes majeurs et au moins 2 signes mineurs pour pouvoir donc parler donc de sida chez l'enfant. Je vous invite à suivre un reportage qui a été réalisé sur Madame Denise Tapsoba. Elle est atteinte et témoin de comment la maladie se manifeste. C'est très très difficile. On s'aimait beaucoup. Mais le maladie est méchant. Le début de notre mariage, j'avais eu peur à mon mari parce qu'il avait des petites maladies beaucoup. Donc, je suis sortie, aller en brousse pleurer, puis je voulais rentrer chez moi. Les parents n'ont pas voulu, donc je ne voulais pas leur dire que j'avais un peu peur de l'homme là. Donc, comme le mariage est comme vous voyez, j'étais obligée de me taire jusqu'à ce que nous sommes rentrés en Côte d'Ivoire et puis revenir. Les maladies, là, moi j'ai remarqué les boutons, salade de moise comme ça, plusieurs sur le mot de tête, tout ça, la palue, et puis il tremblait tout le temps. Moi j'étais toujours au-dessus de lui avec de l'eau froide, avec une serviette pour lui couvrir tout le temps. Donc j'avais beaucoup peur. Mais où rentrer? Le mariage. Que c'est doux ou que c'est chaud, il faut être avec lui. Donc moi j'avais tout laissé, même si c'est le danger qui est là. En tout cas, il faut que je l'aide jusqu'à la fin. L'année 2001, là, moi aussi j'ai commencé à avoir toutes ces petites maladies-là. Donc j'ai senti que c'est commencé. Mais comment faire? Où rentrer? Voilà. Donc moi je croyais que c'était fini pour moi. Donc j'étais beaucoup découragée. Mais j'ai même enlevé mes vêtements, donné à mes frères. Tout ce que j'avais partagé tout. Je croyais la mort tout de suite. Donc j'ai même prié beaucoup. J'ai fait des lettres pour mes parents, d'autres qui sont ailleurs. Voilà. En disant que c'était fini pour moi. Que je sais déjà que je ne peux pas vivre assez comme je le croyais. Je suis sous traitement. J'ai été à Boussé il y a 1 semaine déjà. On m'a donné 2 sachets de Cotrine pour 2 mois. Voilà. Et ça, la nystatine. D'autres marques sont perdues. Sinon, avant, même ma tête là, il y a quelque chose qui se lève. Marcher comme ça, partout comme ça. Vous voyez? Puis, j'entends quelque chose là. On dirait des machines qui marchent. Des cris de machines. Caterpillar là. Ça fait comme ça, dans la tête. Les yeux, j'ai des problèmes là-bas.
Donc des fois, des taches rouges viennent ici, comme du sang. Encore, des microbes marchent dedans là. Oui, ça danse dedans comme ça. Des fois même, ça dérange la vue. Encore, sur mon corps, des fois, ça pique. Et je croyais le début même que c'était des choses là, les moustiques là. Bon, en pleine journée, ça pique. Je dis, mais, pleine journée là, pourquoi? Bon, quand je me lave, j'ai des problèmes. Il faut gratter pendant 30 minutes avant que ça cesse. Mais maintenant, comme je prends les médicaments là, tout est cessé. Parce que j'ai su maintenant qu'en soignant les maladies, je ne vais pas mourir demain. En soignant. Voilà. Après avoir visionné ce reportage, quel commentaire pouvez-vous faire? Bien sûr, donc cette dame, on voit d'abord par rapport à sa situation, elle était victime donc du comportement social. En fait, la société qui l'a en fait condamnée, quand bien même tout le monde voyait que son mari présentait déjà quelques signes, parce que déjà avant son mariage, il y avait déjà quelques signes chez son mari et tout le monde le percevait, mais personne n'avait jamais fait de relation avec le sida. Et bon, à son mariage, elle est aussi tombée dans ce piège qu'est la maladie. Bon, donc, le signe, l'un des signes qu'elle a eu à citer, c'est aussi un signe neurologique, ou du moins des signes neurologiques. Elle avait donc des bourdonnements, elle avait des sensations sur la tête, et c'était déjà quand même des signes qui montrent qu'elle avait un retentissement au niveau cérébral, même si ce n'est pas encore très poussé pour la pousser dans le gouffre. Oui, ce que je peux ajouter à ce que les autres ont déjà dit, c'est surtout l'impact positif du traitement des maladies opportunistes. Elle nous a montré le cotrimoxazole et puis la nystatine. Et elle nous a dit qu'avec ce traitement, elle se sent mieux. Et déjà même, on voit qu'elle est déjà mieux. C'est l'occasion pour montrer que c'est important déjà de prendre soin des infections dites opportunistes, parce que déjà, ça améliore la qualité de vie donc, de la personne vivant avec le VIH. On se rend compte, comme le docteur Lompo venait de le dire, que ces signes, son mari présentait déjà quelques signes qui faisaient déjà penser au VIH-Sida. Et c'est par la suite qu'effectivement, elle-même, elle a été infectée. Et cela nous amène à parler des modes de transmission du VIH-Sida. Très souvent, les gens parlent de quelques modes. J'aimerais juste qu'on rappelle ces modes et aussi, comme vous êtes des professionnels, que vous puissiez aussi parler aussi des modes de non-transmission. En termes de modes de transmission, généralement, on cite 3 modes qui sont couramment retenus. Premièrement, la voie royale qui est la voie sexuelle. Et ensuite, la transmission par le sang. Et également la transmission de la mère à l'enfant. Donc, c'est essentiellement ça, avec maintenant, pour chaque mode, des variantes qui vont du simple au plus compliqué. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler des modes de non-transmission? Le sida fait peur. Et donc, pour cela, les uns les autres pensent qu'il faut fuir au maximum ceux qui ont cette maladie, alors qu'ils ont besoin de notre affection. Donc c'est nécessaire que l'on signale quand même que l'on ne peut pas avoir le sida en dehors des 3 modes que l'on a cités. Mais
beaucoup de gens pensent que, par exemple, le moustique pourrait donner le sida. Et nous pensons quand même que si c'était possible, chaque Africain a au moins par an fait son accès palustre. Alors, je me demande combien d'Africains on allait enterrer rien qu'à cause de ce moustique. Et donc, je pense que nous devons concéder que le sida ne passe pas par le moustique. Également, il y a des gens, une fois qu'ils savent que quelqu'un est atteint de sida, alors ils ne veulent même plus saluer la personne, ils ne veulent même plus approcher la personne, parce qu'ils pensent que déjà le contact direct par les salutations ou tout autre contact pourrait donc leur donner le sida. Alors que non, saluer quelqu'un vraiment n'a pas de risque, et même jusqu'à l'embrasser et le tenir entre les mains et même manger avec la personne, tout cela n'a pas de risque majeur. Donc en dehors donc, des voies que nous avons citées tantôt. Maintenant, nous allons nous adresser encore au docteur Bazier, lui demander de nous dire un mot sur l'ampleur du VIH-Sida en Afrique subsaharienne. Comme vous le savez, le sida est à l'heure actuelle une pandémie donc à l'échelle mondiale, puisque pratiquement donc, aucun pays du monde n'est épargné sur le globe, et particulièrement donc l'Afrique subsaharienne donc, la plus touchée. Et la preuve, c'est que donc avec le rapport donc, de l'ONU-SIDA, OMS, auquel donc tous nous nous référons au niveau mondial, dans leur rapport en 2002, il signale donc qu'en fin 2002, nous avions donc 42 millions de personnes avec le VIH dans le monde entier, dont malheureusement l'Afrique subsaharienne totalise 29 400 000 personnes avec le VIH. Soit sur 100 personnes, 110 proviennent de l'Afrique subsaharienne. Ce qui est très important quand on sait que c'est un continent qui a donc des ressources très limitées. Et dans donc, ce pourcentage, donc, il y a autant d'hommes touchés que de femmes, et que du point de vue des nouvelles infections par jour, donc on est jusqu'à un total de plus de 14 000 nouvelles infections par jour. Quelle explication on peut donner au fait que cette maladie est plutôt accentuée dans les pays en développement, en Afrique subsaharienne? Compte tenu du fait que la situation de pauvreté nous expose à beaucoup de risques. Donc on est en situation de vulnérabilité importante compte tenu de cette situation de pauvreté. Donc nous avons cité les modes de transmission. Rien qu'à considérer le mode de transmission sexuelle, on se rend compte que beaucoup de personnes sont contaminées, pas parce qu'elles le veulent, mais parce qu'elles sont ignorantes par rapport à beaucoup de choses autour du VIH. Donc le fait qu'on ait déjà l'ignorance comme facteur qui est commun à tous ces pays en voie de développement constitue donc en tout cas un élément qui favorise donc la propagation du VIH. Également, la situation de pauvreté pousse souvent, je dirais, les femmes, même s'il y a des hommes qui le font aussi, à se donner, à vendre leur corps pour justement avoir de quoi se nourrir. Donc tous ces éléments mis ensemble montrent que ces pays en voie de développement que sont l'Afrique subsaharienne et d'autres sont en situation de vulnérabilité qui accroît donc la propagation du VIH. Des facteurs liés à nos us et coutumes, c'est qu'à un temps, peut-être que ça se fait, mais de moins en moins certainement, il y avait le lévira qui se faisait, donc il fallait toujours susciter une descendance à l'aîné ou au frère, en tout cas qui allait rejoindre les ancêtres en quelque sorte. Et donc il fallait épouser donc la femme
ce frère défunt-là. Donc vous imaginez donc si cette personne a été emportée par le virus du sida et qu'elle a infecté son épouse, qui maintenant va aller vivre avec son frère. Alors je crois que c'est un des facteurs. Il faut noter, allant toujours dans ce même sens, la polygamie qui existe beaucoup plus dans nos pays. Donc si le virus rentre par l'homme ou par une des femmes, malheureusement, le virus va toucher donc les autres qui vivent donc sous le même toit. Donc c'est quelques faits, j'allais dire, liés donc à nos us et coutumes qui peuvent, pourquoi pas, expliquer l'ampleur donc de cette maladie dans notre région. Quelles sont les conséquences de la maladie dans nos pays? Il est ressorti qu'en fait, donc, au niveau de pas mal d'usines, l'absence, soit par décès, soit par maladie, d'une personne donc, qui a, dans une chaîne donc, de maillons donc, du fonctionnement de l'entreprise, entrave vraiment la bonne marche du service et même la rentabilité au plan économique. Et ça fait que ça se ressent, donc la baisse donc, de la productivité de l'entreprise, et aussi dans les ministères également. Et de nombreuses études, donc, comme il a tantôt dit, qu'on a donc déjà réalisées, montrent qu'en fait, dans pas mal de ministères, donc, il y a des personnes malades, etc. L'ONU-SIDA nous estime environ 30 à 35 000 orphelins par an, donc, du fait du sida. Et lorsque donc, une personne décède, c'est pratiquement ce que ça voudrait dire. Alors, 30 à 35 000 orphelins par an, c'est beaucoup pour un pays. Et à présent, donc, on a plus de 200 000 orphelins. Pourquoi est-ce qu'en milieu urbain, par exemple, il y a quand même beaucoup de cas de personnes infectées du VIH, alors qu'on sait qu'en ville, quand même, les gens ont accès à l'information, les gens savent comment ça se transmet. Qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène? En fait, il y a donc beaucoup de circonstances qui concourent à cela. C'est vrai que ce n'est pas essentiellement donc, la voie sexuelle donc, qui est le mode de transmission, mais c'est la voie de transmission majeure, environ donc 85%. Et ça, c'est parce que dans ces facteurs-là, il y a donc la multiplicité des partenaires sexuels. Et là, il a dit, la polygamie, etc., qui font donc le fait d'avoir donc plusieurs partenaires sexuels. Parce que les gens sont peut-être mobiles, donc d'une ville à l'autre, ainsi de suite, de par la fonction qu'on a. Je vous invite donc à suivre un micro-trottoir qui a été réalisé en ville sur comment éviter le sida. On peut éviter le sida en prenant par exemple les préservatifs. Il faut se préserver avec les capotes. Je crois que c'est la meilleure solution. Bon, éviter le sida, il y a la fidélité, il faut être fidèle, ou bien l'abstinence, ou encore se préserver. Bon, c'est surtout l'abstinence ou alors la fidélité, comme on le dit. L'abstinence, la fidélité, c'est la première solution. La meilleure façon d'éviter le sida, c'est l'abstinence totale. Ce qui est sûr, l'abstinence, c'est totalement exclu. Hein, c'est un besoin naturel, physiologique aussi. Bon, moi, je ne sais pas. Moi, je suis fidèle à mon partenaire. Il y a les préservatifs, l'hygiène par rapport au sang. Je crois que je me protège surtout. Je me protège et j'évite au maximum les rapports sexuels. C'est porter les préservatifs. Bon, est-ce que cela aussi est 100%? Est-ce que c'est à 100% fiable, ces préservatifs? On le fait, bon. On espère que quand même avec ça aussi, ça va un peu, mais pas, beaucoup n'ont pas confiance. Hein. La fidélité. La fidélité, c'est quoi la fidélité? Éviter le vagabondage sexuel. Autant pour moi et autant pour ma femme. J'ai la chance peut-être d'être marié. C'est d'être tranquille et suffisamment fidèle. Je pense que c'est déjà un bon moyen de protection. Et comme on dit, la chance sera le reste. Quelles sont vos réactions, docteur Edrago? Il faut dire qu'on constate que chacun a sa propre conception sur comment éviter. Je crois que quand on connaît les voies de transmission, il suffit de simplement les rappeler et voir quelles barrières on peut mettre sur chacune de ces voies de transmission pour empêcher donc à tout homme d'entrer en contact avec le virus par la voie sexuelle qui est la voie
bitumé, si je peux m'exprimer ici. Je crois qu'ils l'ont dit, mais j'aimerais peut-être sans respecter leur classification, peut-être commencer par l'abstinence, puis la fidélité et l'usage du préservatif. Maintenant, c'est surtout, je me rends compte que c'est surtout la transmission par la voie sexuelle qui a suscité beaucoup de réactions sur la prévention, les méthodes donc, à mettre en place pour éviter la maladie. Sinon, de la mère à l'enfant, personne n'en a parlé. Et même pour ce qui concerne la voie sanguine, donc personne n'en a parlé. Donc apparemment, les gens semblent être beaucoup plus informés sur la voie essentielle de transmission, qui est la voie sexuelle. Mais je constate qu'ils oublient de parler donc d'autres moyens d'éviter le virus du sida, notamment par les 2 autres voies qu'ils ont omis donc de mentionner. Il y a un monsieur là qui a parlé de la fidélité, qu'il a choisi d'être fidèle, mais la chance fera le reste. Si, par exemple, une femme, elle part pour accoucher, et si les objets ne sont pas bien stérilisés, elle peut avoir le sida. Est-ce qu'en ce moment, maintenant, il n'est pas question de chance vraiment? Je profite de l'occasion pour dire qu'on est fidèle et on reste fidèle. La chance n'a pas beaucoup à voir dans cela. C'est pour ça le docteur Bazier disait qu'on pouvait peut-être entrer dans plus de détails. C'est pour cela qu'on parle d'accidents d'exposition au sang pour ce qui concerne le personnel médical et paramédical qui doit prendre entre autres d'autres précautions donc, pour se protéger et éviter de rentrer en contact donc, avec du matériel souillé. Donc ça, vous avez raison de parler du matériel souillé qui peut être une source de contamination. Lorsqu'on revient toujours au micro-trottoir, on s'aperçoit, il y a une dame qui a dit que l'abstinence, c'est pas possible. Que nous sommes des êtres humains, c'est pas possible. J'aimerais que les docteurs nous disent quelque chose. Est-ce que médicalement, il y a quelque chose même qui nous dit que ça, c'est pas possible? Parce qu'on entend prôner, parler de l'abstinence. Si c'est pas possible, que les uns et les autres soient rassurés. Si c'est possible aussi, que chacun sache à quoi s'en tenir. L'abstinence, c'est pas possible. L'abstinence est possible. Et le fait de s'abstenir de tout rapport sexuel n'engendre pas de conséquences néfastes pour celui qui en fait le serment, si du moins la décision est prise en étant de soi-même et en étant donc conscient de la portée de cette décision. Je crois que c'est vrai que nous vivons dans une société où le domaine sexuel est jeté à la voie publique, qu'on ouvre sa radio, qu'on allume son poste téléviseur, qu'on aille au cinéma. Apparemment, tout est fait pour nous inciter à ne pas du tout nous abstenir, parce qu'on stimule l'ego, notre ego, et on stimule en tout cas toute source de plaisir. Mais sinon, l'abstinence est possible si je ne crois pas que l'abstinence puisse entraîner des effets néfastes sur le corps, sur l'esprit de toute personne qui demeure abstinent. Parce que si maintenant vous décidez d'être abstinent sans être vraiment convaincu et que vous regrettez par exemple, je crois que c'est là peut-être qu'il peut s'installer un processus de culpabilisation ou autre processus qui peut engendrer des effets néfastes donc sur le psychique si vous voulez de la personne et pourquoi pas sur son corps. Sinon le fait de ne pas avoir de rapport sexuel ne nuit pas du tout à la santé d'un individu. Je crois que c'est la différence entre nous, les hommes, et les animaux, c'est que nous avons en nous ce libre arbitre-là, cette conscience qui nous permet de prendre des décisions et d'exercer notre maîtrise de nous-mêmes. Et cela n'engendre pas du tout, j'allais dire, un effet néfaste si on est abstinent sexuellement. D'autres personnes qui en ont fait le serment peuvent mieux parler que moi, mais on les voit exercer sans aucun problème. Nous allons vous inviter à voir un reportage sur des jeunes qui se sont engagés dans un club appelé Amour pour la vie. Regardez bien. Qu'est-ce que vous voyez? Dites-moi ce que vous voyez. Un cœur. Voilà, Un cœur. c'est très bien. Un cœur. Oui. Ça parle de l'amour. Oui. Oui, effectivement,
c'est le logo d'un mouvement. Et dans ce mouvement, on parle d'amour. Ouais. Oui. Amour pour la vie, comme je vous le disais, c'est un mouvement de jeunes qui ont décidé de vivre dans le véritable amour. Leur vie est précieuse. L'amour pour la vie, c'est s'aimer dans le but de préserver la vie. Aimer la vie, c'est sauver la vie. Essayer de la sauvegarder, de la garder, de la protéger. Et la garder, la protéger, c'est surtout dans le cadre de éviter, donner des conseils pour éviter les infections comme le sida. Opter pour l'abstinence, c'est la meilleure solution de lutter contre le sida. L'abstinence n'est pas possible, ou alors l'abstinence ce n'est pas bien parce que une fois marié, si tu ne sais pas comment est-ce qu'on fait la chose, c'est honteux. Il faut que je sache comment m'y prendre. Donc, il n'y a vraiment pas d'entraînement possible dans ce genre de choses. C'est naturel, hyper naturel. Donc ceux qui pensent que oui, il faut d'abord s'entraîner avant parce que le jour du mariage, on risque d'être surpris, c'est faux. Moi, je pense que pour ajouter quelque chose à ça... Pourquoi l'abstinence, c'est un moyen de lutte contre le sida. Et je crois que lorsque quelqu'un a quelque chose de si précieux comme la vie à préserver, on n'épargne pas ses moyens pour préserver ce qui est précieux. Maintenant, il y a d'autres personnes qui pensent que cela n'est pas possible, qu'il n'est pas possible pour un jeune de s'abstenir avant le mariage et même pour un homme marié de rester, ou bien une femme mariée d'être fidèle à son partenaire. Mais moi, je pense que ça, c'est une question de volonté et de détermination. Chaque personne, parce que chaque personne est maître de son corps et chacun doit décider de comment mener sa vie. Ça ne nous coûte rien d'opter pour l'abstinence parce que si on voit ce qui pourrait nous arriver en ne nous abstinant pas, c'est toujours mieux de s'abstenir. Bon, au cours même des émissions, les médecins que nous avons pu contacter à gauche et à droite nous ont dit que ça n'a aucune incidence sur la vie sexuelle, je dirais sur la santé, sur la sexualité future lorsqu'on sera engagé dans le mariage. Ça n'a aucun incident négatif. Bon, mon appel envers la jeunesse d'aujourd'hui, c'est vraiment le message central de l'émission, c'est que les gens puissent accepter, la jeunesse puisse accepter que c'est la meilleure voie. C'est vrai, le chemin est difficile. Si on dit à un jeune aujourd'hui de s'abstenir, il voit déjà tout ce qui lui échappe. Mais au bout du chemin, il y a un trésor. Et il faut bien y arriver pour trouver ce trésor-là. Voilà. Voilà. Et... Nous avons beaucoup parlé de l'abstinence et ça c'est pour les jeunes. Maintenant, je constate qu'autour de la table, en tout cas, chacun est déjà marié. Qu'est-ce que vous pensez de la fidélité comme moyen de prévention? Je crois qu'on a déjà on a exercé son choix en se mariant. Et à partir du moment où on a choisi de se marier, je crois qu'en même temps, on choisit d'être fidèle. Que ce soit le sida ou que ce soit les autres infections sexuellement transmissibles, ne parlons même pas que des maladies. Il a dit que c'est quelque chose de noble qu'on doit cultiver à partir du moment où on a décidé d'être pour toute la vie, de se donner à une personne en tant qu'époux ou en tant qu'épouse. Je crois que la fidélité, on s'engage aussi à être fidèle, quelles que soient les circonstances qu'on va traverser, quels que soient les moments difficiles. Parce que je me disais que s'il faut se marier pour ne pas être fidèle, pourquoi se marier alors? Sinon, ceux qui ne veulent pas être fidèles restent sans se marier, à mon avis. Nous allons encore revenir dans le domaine médical. Je vais demander au docteur Bazier de nous donner quelques conseils. Un couple dont un partenaire est malade, pour éviter la contamination au cas où ce ne sont pas les deux qui sont contaminés. Je suppose en fait, mais avant de le savoir, ils sont donc passés par le système courant, passant donc par le système donc des counseling, des conseils pré- et post-test. Et je crois que donc c'est par là,
c'est la porte d'entrée pour, en tout cas, connaître donc cette logique. Je crois que le plus souvent, c'est cela. Et en ce moment-là, dans ce couple, c'est donc que le conjoint non infecté puisse aider, justement, le partenaire infecté à supporter, à pouvoir recevoir donc les soins, aussi bien pour le corps physique, mais aussi pour le corps spirituel, justement dans la prise en charge donc, des personnes infectées. Il y a toute cette panoplie, toutes ces interventions, tous ces intervenants-là pour aider l'homme, en tout cas, à être bien, à se restaurer. Non seulement au plan biologique, au plan physique, mais également donc, au plan de l'âme, au plan du psychique, qu'il puisse également donc, être en bon équilibre. Alors il appartient aux partenaires non infectés d'aider le conjoint infecté à accepter tous ces différents soins qui sont apportés par toutes ces personnes donc, de bonne volonté qui ont les compétences comme il le faut et de créer un environnement dans lequel justement peut s'épanouir ce partenaire infecté. Que ce partenaire infecté ne sente pas qu'il y a un regard négatif, un regard donc qu'il culpabilise, comme quoi en fait c'est vraiment une débauche, etc., etc. Prenons le cas d'une femme qui est infectée. Voilà, si la femme est infectée, bon, en ce moment donc le partenaire n'est pas du tout infecté, alors ils vont donc se protéger et c'est ensemble qu'ils vont décider. Et il y a des moyens hautement sophistiqués, l'insémination, etc., etc., ou par d'autres méthodes encore plus sophistiquées que peut-être mes confrères vont développer, pour permettre donc aux deux partenaires d'avoir des relations qui peuvent donc permettre de procréer, donc d'avoir un enfant qui peut naître grâce au programme sain, mais également que le partenaire puisse ne pas être infecté. Et pour la protection lors des relations intimes, par exemple, on a parlé du préservatif. Comment est-ce qu'on peut réellement s'assurer que la protection dans ce domaine-là comporte le moins de risques possible? Dans le couple où l'un est déjà infecté ou que les deux soient déjà infectés, on conseille donc l'utilisation du préservatif. Donc il est bon de savoir l'utiliser comme tel, sans ajouter par exemple de lubrifiant ou autre substance, etc. Savoir ne pas le mettre à l'envers mais à l'endroit. Hein. Aussi savoir se retirer au bon moment pour éviter que le préservatif ne reste dans la personne réceptive en quelque sorte. Donc je crois qu'il est bon de connaître donc de bien maîtriser donc l'utilisation de cet outil qui, si on l'utilise bien, en tout cas on profite du maximum de protection que le préservatif peut offrir. Souvent il arrive qu'après les rapports, alors qui certainement ont sali de part et d'autre, certainement que quelqu'un veuille s'essuyer ou en tout cas se nettoyer, que la femme et l'homme n'utilisent pas le même linge. Parce que si la femme utilise ce linge pour se nettoyer et l'homme utilise aussi ce même linge aussi, alors ce que vous avez voulu éviter, c'est ce que vous allez donc en tout cas provoquer. Donc pour cela, ces petits détails sont nécessaires pour qu'on sache vraiment comment l'utiliser convenablement pour éviter une contamination, quand bien même on a pris le soin de l'utiliser. Nous avons beaucoup parlé de prévention, mais nous savons qu'il y a des gens qui sont actuellement dans la maladie. Est-ce que vous voulez dire un mot à l'endroit de ces personnes infectées du VIH qui vivent avec la maladie? Le premier des conseils, c'est d'abord l'acceptation de sa maladie. Il est bon qu'il accepte qu'il est malade, que ce n'est pas une condamnation, comme on l'a dit, ce n'est pas une punition de Dieu, ce n'est pas non plus une malchance. Il est malade, ça c'est un fait qu'il doit accepter. Et deuxièmement, qu'il essaie de fréquenter autant que possible un centre de santé d'une manière régulière. À cela s'ajoute une hygiène de vie qui est recommandée. Ne pas prendre de l'alcool, ne pas fumer, avoir une bonne alimentation, manger régulièrement, se laver régulièrement le corps, en tout cas autant que possible être le plus propre que cela est possible. Hein.
et surtout, dès qu'il commence à être malade, de savoir que comme son système de défense a baissé en qualité et aussi en quantité, donc d'aller promptement dans un centre de santé parce qu'il existe des médicaments, et nous en avons parlé au début même de l'émission, il existe des médicaments pour soigner les maladies dites opportunistes. Hein. Comme tout le monde le sait, dès que la barrière est levée en quelque sorte, toutes les maladies donc peuvent facilement s'installer puisque le système de défense baisse donc dans son efficacité. Et donc n'importe quelle maladie donc peut venir. Et il est recommandé donc à la personne qui est infectée par le virus d'aller régulièrement dans un centre de santé et dès les premiers symptômes de maladie, d'aller se faire prendre en charge. D'autant plus que dans la plupart des pays de la sous-région, il y a la possibilité d'avoir accès maintenant aux médicaments qui luttent même contre le virus qu'on appelle les antirétroviraux. On parlera d'ARV. Parlant des médicaments, j'aimerais juste savoir, est-ce que ce médicament réussit à tout le monde? Le médicament, il y a plusieurs médicaments. Hein, il y a plusieurs médicaments. Grosso modo, il y a 3 grandes familles de médicaments, ce qui permet de jouer avec des différents schémas parce que, vous avez raison, tout ne réussit pas à tout le monde. Il y a certains qui vont présenter des effets dits indésirables que d'autres. Donc, on a un panel donc, de médicaments qui permet, parce que ce que je n'ai pas dit est qu'il faut associer 3 médicaments, 3 types de médicaments. Et donc, on a ces 3 grandes familles notamment, et on peut, à l'intérieur de ces 3 grandes familles, faire une association et prendre donc le médicament qui réussit le mieux à la personne. Nous sommes en train de tirer vers la fin de cette émission. Je vais demander à tout un chacun de dire le mot de la fin sur la prévention du sida. Je commence par Madame Demtoumna. Je me rappelle de ce qu'un orateur a dit à une école. Et il disait que le sida est un géant qu'il faut combattre. Et c'est un géant qui se présente devant le monde entier. Et je suis contente parce que moi aussi je participe, je suis là pour sensibiliser les gens. Et je suis contente pour ma contribution. Et je souhaite vraiment que chacun s'y mette, que chacun se mette au travail pour sensibiliser les autres. On a plusieurs façons de soutenir, donc je m'engage pour le soutien des malades. Merci, docteur Bazé. Ben, moi, je voudrais terminer donc sur en fait, un message d'espoir pour celui qui vit avec le VIH. C'est qu'il faudra que ceux qui vivent avec le VIH nourrissent beaucoup d'espoir et sachent qu'en fait, ce n'est pas la fin du monde. Ce que je dirais, c'est que le sida est une réalité, mais pas une fatalité. Et chacun de nous, quelle que soit notre situation sociale, quelle que soit notre race, quelle que soit notre ethnie et quelle que soit notre confession religieuse, nous devons savoir que le sida nous concerne. Merci, Monsieur Lampo. Docteur Ouedraogo, votre mot de la fin. Juste pour ajouter et insister que le sida est l'affaire de tous. Le sida me concerne, le sida nous concerne, nous qui sommes sur ce plateau, le sida concerne aussi ceux qui nous écoutent en ce moment. Et nous devons chacun à son niveau s'engager pour une lutte efficace contre donc cette maladie. Je dis toujours qu'il ne faut pas banaliser le sida parce qu'on dit on en parle tôt, on entend parler partout, mais je crois que chacun de nous doit prendre conscience qu'il est de son devoir de s'engager lui-même d'abord dans la lutte et encourager les personnes qui sont autour de lui donc à s'engager d'une certaine manière, on l'a dit, soit en s'abstenant de tout rapport sexuel avant le mariage, soit en étant fidèle à son conjoint ou à sa conjointe pendant le mariage, ou en tout cas à avoir des rapports protégés. M'adressant aux personnes qui vivent donc avec le VIH, l'important n'est pas, j'allais dire, de réussir sur cette terre. Peut-être c'est ma foi chrétienne qui me pousse à dire cela,
parce que l'important, je crois, c'est la vie après la mort. Et quel que soit le temps que nous passerons ici, il nous faut ici-bas préparer l'éternité qui nous attend. Et Dieu, dans sa grâce et dans sa miséricorde, donne la même solution, le même moyen de bien préparer donc cette éternité. Et je crois qu'il revient à eux de profiter de cette occasion, hein, parce qu'il nous est dit que tout est possible à celui qui croit et qui s'y rentre donc en communion avec Dieu, préparant donc ce qui est éternel, puisque ce corps que nous avons n'est qu'un corps périssable. Et à propos, une petite anecdote, parce que nous avions un patient dans notre service et quand il était au stade à un stade assez avancé, il est venu, on l'a hospitalisé et 4 de ses amis sont venus le voir pour dire « ça y est, tu as le sida, tu vas mourir ». Et il était totalement découragé. On a quand même commencé le traitement et il est revenu nous voir à 15 jours, puis à 1 mois. Et au 2e mois, quand il est revenu, il était tout souriant. Il avait repris un certain nombre de kilos et nous a dit, docteur, je vais vous dire quelque chose. Hein. Sur les 4 qui sont venus dire que je vais mourir, il y a déjà 3 qui sont morts avant moi. Hein, pour le dire que, comme on le disait, la maladie va durer dans le temps et je crois que c'est une occasion pour insister qu'ils ne doivent pas tomber dans le découragement, mais ils doivent vraiment être remplis d'espoir parce que l'espoir est permis et c'est à eux donc de saisir cet espoir qui leur est offert. Ouais. Merci, Dr Ouédraogo. Nous voulons encourager les personnes qui, en ce moment, se sont engagées dans l'abstinence à ne pas changer de comportement, de même à ceux qui sont dans la fidélité de ne pas changer de comportement, mais à ceux qui vivent une vie sexuelle pas tout à fait ordonnée, nous les encourageons à changer de comportement, car comme le dit cet adage, prévenir vaut mieux que guérir. Et nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Merci à nos invités d'être venus sur ce plateau. Au revoir et à la prochaine. Si vous avez des questions, vous pouvez cependant vous adresser à l'adresse qui sera affichée sur l'écran.